Bonjour à toutes et à tous, je suis Grégory. Soyez les bienvenus pour ce tout premier numéro de Entre deux Woods, le podcast qui donne la parole à ceux qui font vivre le CrossFit en France. Et pour ce premier numéro, je voulais une personnalité marquante du monde du CrossFit. C'est même Monsieur CrossFit en France. Il est Flowmaster de chez CrossFit. C'est le commentateur des French Throwdown. C'est le commentateur des CrossFit Games. Il a récemment ouvert sa box à mots. Monsieur Élie Margerin. Salut Élie, comment tu vas ? Ça va pas trop mal. Écoute, je suis ravi que tu aies accepté de venir sur ce premier numéro d'Entre deux Woods. Tu es officiellement le parrain de ce podcast, donc bravo à toi et merci beaucoup. En préparant cette émission, c'est marrant parce que j'ai dit que je te recevais, donc je reçois Élie Margerin, et il y a pas mal de gens qui m'ont dit « Ouais, mais c'est qui ?» Et la réponse que j'ai eue pas mal, c'est c'est le mec de Mélodie Andréani. Est-ce que ça t'arrive souvent ? Ouais, ça m'arrive très souvent, plus souvent maintenant, parce que je commence à devenir un dinosaure. Donc en général, la phrase de base, c'est ah oui, mais toi, t'es le mec de Mélodie. Je vous suis tous les deux sur les réseaux. Je te cache pas, je préfère Mélodie. Sur à quoi je réponds, oui, je sais, moi aussi, et comme environ 300 000 personnes. Donc voilà, mais ça me va très bien. Ça veut dire que la communauté, elle a grandi et c'est cool. Ok. Donc, ce que je disais, tu es une personnalité majeure du CrossFit. Juste une première question. Pourquoi The Shaker Show ? Ah, écoute, The Shaker Show sur Instagram, c'était le nom de ma chaîne YouTube il y a très longtemps et c'est toujours le nom de mon podcast, même si cette année, comme je te le disais en off, il serait peut-être bien que je me remette au chantier. Et en fait, c'est juste parce que je voulais aborder le CrossFit d'une manière légère. Et donc, quand tu prends un shaker de protéines, il y avait cette notion de secouer, il y avait cette notion aussi que le goût il est un peu outrancier, tu vois, il y avait un peu ce truc-là. Ouais. Et du coup, je me suis dit tiens, vas-y, c'est marrant. La sonorité était drôle, tu vois, shaker show. Il y avait cette petite notion de ça se consomme rapidement. Et un petit arrière-goût dégueulasse. Et donc je me suis dit ok, on va prendre ça. Et c'est resté. Et j'ai des fois des gens qui m'appellent The Shaker Show, ce qui me fait un peu rigoler. Et je sais que tu fais du stand-up, c'est aussi ton nom de scène ? Non, j'ai pas de nom de scène pour l'instant. En fait, dans le stand-up, je fais beaucoup de choses. Je suis vraiment, pour moi, ceinture blanche de stand-up. Donc, j'écris pas mal de trucs. Je pense que je vais essayer de monter un seul en scène. Et je pense que le nom de scène viendra avec le seul en scène. Donc là, pour l'instant, c'est juste du travail de l'ombre. Ok. Bon, écoute, on en parlera un peu plus dans les détails tout à l'heure. En préparant cette émission, je suis allé chercher des infos sur toi. Donc, je sais que tu as fait notamment du droit. Tu as été, je crois, dans les forces de l'ordre. Tu viens de m'annoncer que tu as fait de l'IMO. Écoute, raconte-moi un peu ton parcours et comment t'en es venu au CrossFit, du coup ? Alors écoute, mon parcours il est simple, de base si tu veux, parce qu'il faut passer aux apparences. Ok, moi je suis un juif arabe tout maigrichon, ok, genre tellement maigrichon que tu m'aurais pas vu derrière le micro normalement là. Passionné de bande dessinée, qui s'il avait dû faire des études, je sais pas, ma mère elle m'aurait poussé à faire une prépa littéraire et moi je voulais faire une école de dessin d'animation. Okay. D'ailleurs, ça me fait rire parce que j'ai inscrit un mec dans ma salle qui s'appelle Rachid et qui a fait l'école que moi j'aurais rêvé de faire. Ouais, je le déteste. Et la vie, elle a pris un autre chemin. Ok, pour des raisons personnelles, il a fallu que je me mette à bosser tôt, moi dans ma vie. Donc du coup, j'ai travaillé à temps plein dès l'âge de 18 ans. J'ai effectivement fait du droit. Ok, donc 3 ans de droit, tout le reste de travers. Tu vois, c'est la formule consacrée. Et j'ai toujours fait pas mal de sports, notamment des sports de combat. Et c'est le mélange sport, droit, et il faut que je m'enfuis de ma première profession au plus vite, qui m'a amené en fait à rentrer dans la police. Et une fois dans la police, j'ai eu pour ambition de rentrer dans certaines unités. Ok, c'est marrant, c'est mon opener en level 1. Je dis que je voulais rentrer dans des unités où on avait un gros fusil et une cagoule. Okay. Comme tu peux le constater, j'ai la cagoule. Voilà, exactement. J'ai pas de gros fusil, mais de temps en temps, je mets une cagoule. et en fait, c'est là en fait où le CrossFit a pris un peu de sens parce que autant je savais un peu me bagarrer, je savais un peu courir, mais il y avait cette notion un peu d'être prêt pour des tests que tu ne connais pas en avance, cette notion de polyvalence, cette notion aussi qui sortait un peu de l'esthétique, parce que quand tu te fais embaucher pour un service dans lequel avoir des attributs physiques peut être un plus. On s'en fout que tu aies des gros pecs ou des abdos. Tu vois, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce que tu es capable de faire avec ça. Et du coup, voilà, le CrossFit est rentré à ce moment-là dans ma vie.
Et j'ai fait une rencontre déterminante en 2012 au salon du fitness, c'est-à-dire qu'entre 2 passages sur des stands pour voir des gros bodybuilders ou des filles en bikini, je suis tombé sur Daniel Chaffet, et qui n'avait pas encore ouvert CrossFit Louvre à l'époque, mais qui était en plein dedans, et voilà, et avec qui j'ai une espèce de coup de foudre amical. Ouais, voilà, si on peut appeler ça comme ça. Et plus tard, pendant qu'on faisait on va dire, il faisait des cours en extérieur, lui, donc moi, c'est des cours auxquels j'allais assister, parce qu'il y avait des meufs, et donc j'y venais, et un jour, dans un de ces cours en extérieur, il y a 150 personnes qui sont arrivées. C'était l'époque c'est les flash mobs, les événements Facebook, etc., pour ces trucs de boomer, là. Et en fait, donc, il avait 2 coachs pour 150 personnes, et il nous a demandé, à moi et mes potes qui étions là, bon, est-ce que ça vous dérangerait, les garçons, de nous filer un coup de main? Et le reste, c'est de l'histoire, quoi. Tu vois, c'est comme ça que je suis rentré dans le monde du coaching en CrossFit. Incroyable. Non, c'est une belle histoire. Et en fait, qu'est-ce qui t'a plu dans la méthodologie CrossFit? Si je suis complètement transparent, moi au début, je voulais juste m'entraîner, je testais plein de trucs. Je faisais des séances de body, je faisais de la force, j'avais des profs, moi, des coachs. J'ai toujours été entraîné par mes aînés, d'accord. Donc dans le karaté, mes profs, ils avaient 40, 50 ans. Quand j'ai commencé à faire de la culture physique au sens large, mes profs avaient aussi une quarantaine d'années. Et donc moi, j'ai toujours aimé ça, tu vois, prendre l'aspiration et tenter d'avancer. Et juste ce que j'ai apprécié dans le CrossFit, c'est que ça venait, si tu veux, ça venait fragiliser mes appuis, d'accord. Je pensais que j'étais là, et puis en fait pas du tout. Donc j'aimais bien le côté découverte, etc. Et donc c'est ça qui m'a véritablement fait accrocher dans la pratique. Du CrossFit. J'aimais me dire, en fait, on n'y est pas encore. Et vu que je suis quelqu'un qui aime beaucoup le process, j'aime beaucoup m'entraîner. Cette exploration, elle m'intéressait vraiment. Et ça, c'était le premier point. Et ensuite, si je suis transparent, l'envie de coacher, tu vois, et de transmettre, c'est pas exactement la même chose. Je l'avais dans les sports de combat, parce que je pense que les gens que j'ai pu considérer comme étant vraiment mes papas, c'était mes profs de karaté, de boxe. Et donc, du coup, c'est un truc implicitement dans mon subconscient qui était un vrai mec, tu vois, c'est celui qui a la bonté de transmettre, tu vois. Et donc du coup, je m'en suis rendu compte que tard, mais c'était un peu ça. Et dans le CrossFit, l'une de mes grandes chances, c'est que très très tôt, grâce à Daniel, en 2013, j'ai eu l'opportunité de traduire les formations qui étaient données par les formateurs qui travaillaient pour CrossFit à l'époque. Et quelque part, c'est plus mes potes ou mes grands frères que mes papas, ceux-là, parce que j'avais plus le même âge, mais ils m'ont fait un peu le même effet. Et donc, en fait, je pense que la passion du coaching, pour moi, elle est née au contact de ces garçons-là, qui venaient enseigner la méthodologie à des néophytes, parce qu'il y en avait beaucoup en 2012, à des futurs coachs, à des futurs teneurs de salle. Et je me disais, ils arrivent quand même à déclencher, tu vois, un truc chez les gens. Et d'ailleurs, on parlait d'immobilier avant qu'on démarre ça. Tu vois, au final, dans l'immobilier, je faisais de la formation, mais j'avais fini par dire à ma patronne, en fait, c'est intéressant. Finalement, mon métier que je fais là pour vous en ce moment et mon véritable métier, finalement, c'est le même. C'est-à-dire que tu transmets de la connaissance, mais plus important, en fait, tu transmets aux personnes que tu rencontres la croyance, tu vois, et la conviction, du moins, de se dire qu'ils peuvent, tu vois, poursuivre ce chemin-là et que c'est complètement pour eux. Et c'est là où vraiment c'est intéressant. Ok. Aujourd'hui, donc, tu organises des séminaires de formation, t'enseignes la méthodologie CrossFit partout en France. À peu près, tu fais combien de séminaires par an, à peu près? Alors, je n'organise pas des séminaires. on les organise pour moi. Tu disais, c'est CrossFit qui les organise, voilà. Parce que tu es Flow Master de chez CrossFit. Ouais. Alors, c'est quoi? Est-ce que c'est une évolution d'un Pokémon? C'est quoi? Ouais, c'est un peu ça. C'est un nom de maître Jedi. Non, traditionnellement, le Flow Master, dans les formations chez CrossFit, c'est celui qui a 3 rôles. Il est là pour superviser le bon déroulé de la formation. D'accord. Il est le premier point de contact et de relais avec la hiérarchie, les participants, pour toute question, pour tout problème. Et il a aussi pour rôle de développer les autres formateurs avec qui il est en train de travailler. Donc c'est une double casquette. Je forme mes stagiaires et je forme mes formateurs. Donc c'est un rôle de développement. Et tu disais tout à l'heure,
les gens qui font vivre le CrossFit, j'ai ce privilège que CrossFit aussi me fasse vivre, tu vois, donc on peut le rappeler. Et voilà, et donc tu me demandais, les formations, combien de week-ends je travaille. Alors c'est variable, mais moi je peux facilement travailler 45 week-ends par an. Et voilà. Il laisse peu de temps à la maison. Ce qui laisse peu de temps à la maison, d'autant que pour le coup, des formations, j'en organise, mais cette fois-ci sur le terrain en off. Mais c'est une vie de fitness gypsy et je la troquerais pour rien, quoi. Et comment ça s'organise du coup un séminaire comme ça, par exemple pour un level 1? Comment ça s'organise un séminaire comme ça? Pour moi, de mon côté, tu veux dire? De ton côté, et comment ça s'appréhende un séminaire? Ok. Écoute, sans donner trop d'informations confidentielles, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, j'ai l'opportunité de postuler un certain nombre de formations en France, mais pas que. Tu vois, je vais, quand je peux et quand on laisse l'opportunité, je vais travailler à l'étranger. Sur ce que je demande, finalement, mes superviseurs, en fonction des besoins, ils vont du coup m'affecter une mission. Et puis, une fois que cette affectation est faite, au gré du nombre de personnes qui vont s'inscrire, on va m'adjoindre un ou plusieurs formateurs. Ils ont un système de calcul, de ratio, pour que ça ait du sens. Et puis ensuite, quelques semaines, on va dire, avant la formation, on commence à recevoir un peu un ordre de mission, si tu veux, qui vient expliquer un peu le dispatch des rôles qui est prévu au sein de la formation. Donc il y a peu de choses qui sont laissées au hasard. Une formation délivrée par CrossFit, faut quand même comprendre, c'est notamment le level 1. C'est très très encadré pour être sûr que tout le monde reçoit une formation avec un standard élevé et avec peu de variations finalement d'un lieu à un autre. Et puis ensuite, une fois que ça s'est fait, quelques jours avant la formation, par curiosité, jette un petit peu un coup d'œil sur ma liste de participants et ils ont la possibilité de remplir certains encarts, avec des boîtes de dialogue. Et donc là, j'en profite pour vérifier, les degrés de motivation des uns et des autres. Est-ce que quelqu'un a un bobo? Est-ce que quelqu'un peut-être refait un level 1 ou un level 2? Et comment je peux faire un peu pour dépasser les attentes à ce moment-là. Et puis voilà, puis après ensuite on se rejoint avec l'équipe et on y va. Et t'enseignes jusqu'à quel niveau? Alors, dans le monde du CrossFit, il y a 4 niveaux de formation. Le level 1, c'est l'explication des concepts de base de la méthodologie. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas un séminaire de coaching, c'est vraiment comprendre les mécanismes qui font que la méthode fonctionne. Et on parle de coaching, mais presque en filigrane, si tu veux. D'accord. C'est-à-dire qu'on va coacher les participants, on essaie de mettre en avant la manière dont on se comporte, on met parfois en avant la manière dont on travaille, on essaie de l'expliquer un petit peu, mais c'est principalement qu'est-ce qui fait que le CrossFit fonctionne comparé à d'autres méthodes. Pas forcément pour dire que c'est mieux, même si c'est mieux. mais simplement d'expliquer que dans le CrossFit, en fait, on a nos propres outils, notre propre approche, et que elle est différente, d'autres systèmes d'entraînement, notamment les systèmes d'entraînement grand public. Et puis après, le level 2, c'est une autre formation où là, cette fois-ci, tu es dans les mécanismes du coaching. Donc là, en théorie, je suis plus là pour te réenseigner les mécanismes qui font que le CrossFit fonctionne, même si un petit rappel de consigne ne fait jamais de mal à personne. Par contre, on est là pour expliquer, tu as un groupe, tu as un temps qui est limité, tu as potentiellement plusieurs mouvements à enseigner. Quelle méthode t'emploies pour avoir le meilleur retour sur investissement possible pour délivrer une classe qui a du sens et où les gens vraiment ils vont progresser. Pour moi, c'est la meilleure formation de CrossFit. Elle est extraordinaire. Et ensuite, à partir du level 3, c'est un travail de développement avec un certain degré d'autonomie. C'est-à-dire que le level 3, c'est un examen théorique simplement, avec beaucoup de matière à réviser, si on est transparent, mais où le travail, en théorie, il se fait de manière autonome et tu te présentes pour l'examen. En vrai, quelqu'un qui connaît très bien le level 1 et qui a du bagage, il peut se présenter, ça va très bien se passer, d'autant que maintenant le test est en français, mais c'est un travail un peu de rat de bibliothèque, on va dire. Le level 3 est là pour dire, on t'a initié à la méthode, level 2, on t'a initié aux méthodes de coaching, level 3, on vérifie ta compréhension un peu plus profonde, et après le level 4, qui va être commercialisé, là, sa nouvelle version à partir de lundi, c'est un travail à mi-chemin entre un examen et du mentorat. Donc, on prend un entraîneur de niveau 3, et j'ai pas encore tous les détails, mais en fait, on l'accompagne dans un parcours de développement où lui, il va envoyer des vidéos des classes qu'il est en train de coacher, il va faire du travail individuel en autonomie,
il va avoir des rencontres ponctuelles avec des grands entretiens avec un mentor et il va représenter de nouvelles vidéos de son travail jusqu'à, touchant du bois pour lui, atteindre le bon standard. Un peu comme un Jedi, un Padawan, tu le disais tout à l'heure, Flowmaster, nom de Jedi, c'est un peu comme ça. Ouais. Le CrossFit, ça a été créé par Greg Glassman dans les milieux des années 70, 74 je crois, pour être précis. Est-ce que tu l'as rencontré ? Oui, j'ai eu la chance de rencontrer Glassman. Est-ce qu'il t'a donné des tips pour mieux coacher ou des tips pour la méthode ou J'ai rencontré Greg Glassman à 3 reprises. J'ai eu la chance de manger avec lui une fois. Ouais, c'était cool. Oh. Et j'ai eu la chance de le recroiser là, cette année au SMI. Et c'est drôle parce que tu vois ce que c'est Incept, ça te parle ? Oui, bien sûr. Ok. Et donc ça, ils ont une espèce de nouvelle machine là qu'ils utilisent pour pousser, tirer là. Ouais, pour les jambes et les bras, un truc. Bon, je suis pas là pour juger de l'équipement. En vrai, je passe le bonjour à Thierry Louvet. Je trouve que c'est incroyable cet équipement. Peut-être qu'il viendra nous raconter dans Entre deux Wood. Je pense que c'est un bon client aussi. Et quoi qu'il en soit, au salon des affiliés là au French cette année, ils faisaient une démonstration de cet équipement. Personne voulait s'en servir. Donc moi, j'ai dit vas-y Thierry, je vais faire le test pour tout le monde. Faut quand même savoir que t'as pas l'air très intelligent quand tu utilises cette machine parce que tu te fais manquer de respect par globalement une hélice enfermée dans une cage en plastoc, tu vois. Et à un moment donné, du coup, je suis supposé faire des bench press avec son machin là qui ressemble au Chihuahua de Robocop. Et je suis là et je galère. Et dans l'assistance, j'entends quelqu'un qui dit Come on, Ellie! Et c'est Greg Glassman. Et je me dis, putain, ça fait 15 ans que je m'entraîne en CrossFit. Pression à mort. Mais c'est pas ça, c'est la seule fois où il est là pour me voir m'entraîner. Je suis en train de faire un truc de guignol sur une machine alors qu'on est les premiers à dire qu'il faut pas s'en servir. Mais du coup, c'est très drôle. Et non, on n'a jamais discuté de l'entraînement. Mais pourtant, vraiment, pour ceux qui auront la chance de croiser Glassman, c'est vraiment un esprit très très fin, très brillant, très charismatique. Tu vois, tu parlais du maître Jedi, bah franchement, il a tout de maître Yoda. L'humour au top en plus, quoi, parce qu'il est quand même très drôle. Et voilà, c'est toujours des interactions très précieuses. Et d'ailleurs, j'ai la photo avec Glassman, mais je peux pas la mettre dans ma salle parce que vu que je suis à moitié en train de chialer, j'ai vraiment une gueule de merde. Et donc, je la laisse au fond de mon téléphone. Écoute, on va parler compétition. T'es avec David Lenouvelle, donc de CrossFit Louvre, qui sont à 2 pas, on les embrasse. Et Daniel Chaffet en a parlé. Donc vous êtes tous les 3 un peu les piliers du French Throwdown. Comment est-ce que cette compétition c'est devenu aujourd'hui une référence, même internationale, des compétitions de CrossFit ? Déjà, c'est une longue histoire. Ce que je veux dire par là, c'est que la naissance du French officiellement c'est 2012, d'accord, à une époque où Reebok faisait une grosse campagne publicitaire partout en Europe pour porter l'arrivée de leur ligne de vêtements liée au CrossFit. Mais c'est quand même pour nous l'année de fondation parce que ça a donné à Daniel du moins la vision, de se dire on a créé un rendez-vous là en France et en Europe, il faut continuer sur ce chemin-là. Et à l'époque il y avait 13 box, faut quand même se rendre compte de ça. Aujourd'hui au sein du French, vraiment Daniel en est le fondateur. David est le directeur. Il y a également un garçon qui s'appelle Jordan qui fait un gros travail. Moi aujourd'hui, je suis dans la plupart des conversations, mais rendons à César ce qui est à César. Je fais 5% du boulot. C'est juste que tu vois ma ganache un peu plus que celle des autres. Donc c'est pas révélateur du travail de l'ombre. Mais je pense qu'il y a trois choses qui font que le French c'est resté une réussite. Et ça a grossi contre vents et marées. Petit 1, tous les intervenants qui ont les mains dans le cambouis au niveau du French, c'est des vrais passionnés de CrossFit. D'accord ? C'est pas d'autre chose. On aime le CrossFit, on aime la méthode créée par Glassman. On est admiratif des CrossFit Games, on est admiratif du travail de gens comme Dave Castro, Adrian Bozeman. Et peu importe la météo dehors, nous, notre conviction ne change pas et n'évolue pas. Donc ça, c'est un premier point parce qu'il faut être passionné. Enfin, je veux dire, nous, on a des équipes de bénévoles. Il y a des mecs c'est des potes à moi, ça fait 10 ans, qui viennent pour nous filer des coups de louche. Ils posent 2 semaines de congé. Tout ça pour qu'on partage une bouteille de whisky le soir dans les couloirs des hôtels où on pionce. Donc, il y a de la passion, en fait, dans tout ça. C'est le moteur numéro 1. Et d'ailleurs, ça m'amuse parce que je pense à Mickaël Bouteillon. Je sais que pour lui, c'est un truc... donc, c'est l'organisateur des tables. La passion, c'est un truc pour lui qui est important. Mais la passion pour CrossFit, c'est sûr. Deuxième chose, c'est... je pense beaucoup de fidélité, vis-à-vis de notamment de Dave Castro. Si je suis transparent, je pense que moi j'ai un souvenir en 2017, pour la première fois, je crois que Dave Castro il a envoyé à Daniel un email
juste pour dire bonne chance. Ok, et Classe. c'est pas qu'un très loquace Dave par écrit, mais franchement, ça voulait dire qu'on était quelque part sur les radars. Donc, je veux dire, aujourd'hui, on est en 2026. Tu vois, je te parle d'un truc en 2017, ça montre le chemin parcouru. Et puis le troisième, j'aime pas ce truc-là parce que c'est un peu pompeux, mais il y a quand même une vraie quête d'excellence au sein de l'équipe du French, notamment dans la volonté d'avoir des standards qui sont élevés au niveau des mouvements. Je veux dire, aujourd'hui, on a la réputation quand même d'être une compétition assez sévère, par exemple dans le judging. Et moi, j'aime pas ce choix de vocabulaire parce qu'en fait, malheureusement, quand on est dans le sport, ça n'existe pas sévère. Tu vois, je veux dire, c'est juste ou c'est pas juste, quoi. Ouais. Et donc malheureusement, ce qui est sévère, c'est quand tu fais du clientélisme, quoi, tu vois, parce que c'est sévère pour celui qui est dans les clous et qui en bénéficie pas. Quand t'es sévère avec tout le monde, en fait, t'es juste. Et je crois que c'est la combinaison de ces trois choses-là qui font quand même que c'est une réussite, même si on a commis des erreurs, que des fois on reçoit des critiques et qu'elles sont justifiées. Mais personne ne peut enlever, personne dira ils sont pas passionnés, ils sont pas fidèles et ils essayent pas de maintenir le standard élevé. Moi, mon premier French, c'était en tant que spectateur, c'était à Charletti, à Paris. Il a déménagé ensuite au Vélodrome de Saint-Quentin. Puis après, il est parti à Lyon. L'année dernière, c'était à Montpellier, je crois. Cette année, il revient à Paris, à l'Adidas Arena. Pourquoi est-ce qu'il revient à Paris cette année ? Il y a plein de. Il y a raison. La première question, c'était pourquoi est-ce qu'il est parti en fait de Paris. On avait deux signatures nous au French. Hein. C'était le mois de juin et Paris. C'était un peu notre identité. Ouais. Et en fait, c'est les JO de 2024 ouais. Qui nous ont forcé à revoir un peu notre copie. Finalement, quelle bénédiction, parce que pour la première fois, on a dû quitter des arènes sportives et de se dire où est-ce qu'on pourrait aller. On a fini dans une salle de spectacle. Et on s'est rendu compte qu'en fait, c'est ça qu'on voulait à partir de maintenant, même si on a d'autres surprises dans le sac, mais c'est pas pour tout de suite. Et donc ensuite, le souhait, c'était du coup de pouvoir revenir à Paris. Il faut savoir que pour une organisation comme la nôtre, qui est pas subventionnée ni rien, le lieu, c'est vraiment un poste de dépense hyper important. Okay. Vraiment, on se rend pas compte dans l'événementiel à quel point une location de salle de spectacle c'est lourd, même quand c'est vide. et donc du coup on est parti à Montpellier l'an dernier pour tenter de pallier déjà à certaines faiblesses qu'on avait rencontrées avec Lyon, notamment en termes d'espace, pour répondre aussi à certaines critiques et mieux servir la communauté du CrossFit. Et là du coup on a réussi à revenir à Paris, pas à l'Adidas Arena mais à l'Arena du Grand Paris. Parce que qui a Tremblay pour le coup, okay. Parce que l'Adidas Arena c'est trop petit. Si tu veux tout savoir, on l'a visité, mais malheureusement c'est trop petit. Et donc on est à l'Arena du Grand Paris et ça nous permet au moins de reconnecter avec l'un des deux éléments de notre identité, à savoir la ville. Okay, parce qu'on est vraiment dans Paris, on est proche des transports et en vrai pour moi ce site un peu en périphérie, c'est top pour un événement qui a une portée internationale dans le sens où tu sais, c'est toujours un budget de se déplacer, de faire des compétitions ou d'assister à ce genre d'événements. Déjà, vaut peut-être mieux être à Tremblay, c'est proche de l'aéroport, c'est proche de la gare de Marne-la-Vallée. Les hôtels, ce sera un petit peu moins coupe-gorge, tu vois, que si tu te retrouves malheureusement au Paris-Centre en plein mois de mai. C'est pas dit que tu vas t'en sortir mieux. Donc je pense que non, ça va être une très très belle édition. L'arène est toute neuve et ça va envoyer du steak. Du lourd. Est-ce qu'il y a des nouveautés cette année ? Je dirais, il y a des nouveautés sur le fond, ça c'est sûr et certain. Je pense que tous les ans, de toute façon, on essaye de faire un peu bouger les lignes. On a la chance notamment d'avoir une relation assez privilégiée avec Rogue, qui nous aide à progresser, en plus d'une manière assez saine. Donc il y a des nouveautés de ce point de vue-là, puisqu'ils continuent à nous appuyer. Donc il y aura des choses encore jamais vues au French en termes d'équipement, ça c'est certain. On va avoir des choses qui seront sans doute très intéressantes. On est en train de finaliser ça en termes de lisibilité de l'action, parce que moi ça me tient à cœur que les gens qui connaissent pas le CrossFit, qui regardent ou qui se pointent en tant que spectateurs soient capables de comprendre ce qui se passe. Et puis la vraie nouveauté, là où franchement cette année on prend une dimension qui est tout autre, c'est que c'est pas la première fois que le French Rodon est une demi-finale officielle pour les CrossFit Games, mais cette année, non content de qualifier des élites individuelles, de qualifier des équipes, pour la première fois, on qualifie toutes les catégories de master. Super. Donc, ça veut dire que voilà, il va se passer des choses sur le floor et que c'est un vrai gros rendez-vous, quoi.
Et justement, est-ce que le fait que ce soit une épreuve des semis, est-ce que ça se gère différemment que par rapport à une catégorie intermédiaire ou RX, par exemple? Est-ce que c'est en termes de judging, est-ce qu'on met plus facilement des juges qui sont plus expérimentés? Enfin, est-ce qu'il y a des différences comme ça là Ouais, il y a plein de questions dans ta question. Ouais. À l'échelle macro, en tout cas, nous, le souhait, c'est de délivrer la même qualité d'expérience, peu importe la catégorie. On a vu le rendez-vous manqué, de tenter de gérer 2 events un petit peu distincts, rassemblés en un. Quand même comprendre que cette année-là, on avait un cahier des charges qui, de toute façon, ne nous permettait pas de faire autrement. On n'avait pas toutes les cartes en main. Mais si on ne l'avait pas fait, on n'aurait pas pu montrer à CrossFit à quel point on était fiable et à quel point on était professionnel, et donc on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui, et on n'aurait peut-être pas eu la liberté d'organiser les choses telles qu'on compte les organiser cette année, c'est-à-dire notamment avec plusieurs floors et des gens qui vont pouvoir passer sur l'intégralité des floors, etc. Donc c'est-à-dire que je peux pas parler au nom des gens qui sont en contact direct avec les gens des CrossFit Games, mais petit à petit on essaye de montrer patte blanche et de tisser une vraie relation de confiance. Donc à l'échelle macro, pas de différence, que tu sois RX, Inter, Master, Elite, on va prendre soin de toi de la même façon, on va tenter de te proposer le défi et le challenge de fitness qui est adapté à tes capacités de la même manière. Ensuite, sur la question plus spécifique du judging, oui, là, il y a une différence, effectivement, c'est une bonne remarque. Il faut savoir que plus l'enjeu est élevé, entre guillemets, pour les athlètes, plus tu veux être sûr que la personne qui est sur le floor et qui est en train de juger, elle a de 1, un œil très sûr, et de 2, une capacité de discernement pour prendre la bonne décision au bon moment. Parce qu'on peut régler certaines choses a posteriori, mais c'est jamais, l'idéal. Et puis en plus, tu peux aussi vraiment abîmer l'expérience d'un athlète, une compétition, ou changer même, des fois changer le résultat d'une compétition à cause d'un judging qui n'est pas optimal ou d'une erreur. Et les humains, on est tous les mêmes, on en fait tous des erreurs. Ça fait aussi partie du sport, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais comment tu fais du coup pour minimiser ça? C'est sûr que quand tu récupères ton pôle de juge, les gens... Et c'est pas une question forcément de niveau. Je dirais au bout d'un moment, c'est aussi les gens avec qui tu as tissé des relations de confiance, des gens peut-être qui sont French depuis plusieurs années, peut-être des gens qui coachent, peut-être des gens qui ont une box, peut-être des gens qui ont passé à minima le level 1. Tu vas dire, ces personnes-là, on va peut-être les amener à juger plus ou moins certains types d'épreuves. On ne veut pas cantonner les gens au même KT forcément tout le temps, mais en tout cas, on va y aller. Et puis ensuite, il faut bien se rendre compte qu'au gré du week-end, c'est un peu organique tout ça, mais t'as des gens, peut-être tu peux être un excellent juge, mais tu sais, peut-être ta copine t'a quitté, ou t'as eu un enfant cette année, donc en fait t'es en croix, et là c'est bizarre, mais t'es un peu moins bon cette année que l'année d'avant. Toi aussi t'es comme un athlète, c'est pas linéaire. Bien sûr. T'es un humain. Exactement. Et donc du coup, les chefs d'équipe vont se dire, non, lui là, je le connaissais pas, mais franchement il a pris vraiment des super décisions, donc je pense que on devrait vraiment le garder avec nous sur les moments un peu challengeants. Et là, à l'inverse, peut-être Robert, c'est peut-être pas son année, donc mettons-le dans des endroits un peu plus chill. Et donc voilà, et donc c'est pour ça que c'est vraiment une vraie organisation un peu organique de se dire, là il y a de l'enjeu, il nous faut des gens un peu plus sûrs, là il y a un peu moins d'enjeu, on peut avancer. Et puis après, c'est un travail constant, c'est-à-dire que vraiment les responsables d'équipe, tout le week-end, ça fait des temps morts entre les passages de vagues, ça fait des rappels de consignes, le matin ça répète, le soir ça brainstorm et tout. Je connais, j'ai eu la chance d'être juge au French en 2023. Ah, donc t'as eu mal aux genoux? J'ai eu mal aux genoux, t'as les genoux tout bleus. Il faisait très chaud, j'étais sur le floor extérieur, il faisait très très chaud cette année-là. Mais c'est marrant ça. Tu vois, même quand t'es juge, du coup, c'est cool parce que tu peux te créer ta compète dans la compète, quoi. Ouais. Tu peux te dire, est-ce que je vais être entre guillemets assez bon, parce que ça veut rien dire, ça, parce que tu fais pas que t'es mauvais, mais est-ce que je vais réussir à être assez on point, tu vois, pour me faire détecter et avancer? Moi, ça m'était arrivé à l'époque où j'ai jugé les régionaux en 2017. J'ai été assez réveillé pour devenir chef d'équipe en 2018, et j'ai été assez réveillé pour qu'on me propose de juger au game cette même année, tu vois. Tu dis, je dois faire un truc bien peut-être. Il y a les WOD de Khalif qui viennent d'être annoncés. Ils ont été notamment créés par CrossFit Mayhem et les équipes de Froning. Ouais. Comment Froning et puis sa box, on l'a vu,
créer les WOD du French, faire la prod du French? Alors, les WOD de Khalif, je pense que quand même de base, ils ont été principalement créés par David Lenouvelle, le directeur des sports, et le reste de l'équipe de CrossFit Louvre. Mais ensuite, c'est vrai qu'ils ont été discutés, sans doute peaufinés à Mayhem. Et à Mayhem, c'est aussi là qu'ils ont fait le gros du travail de programmation pour la finale, qui ensuite est encore revu par les instances des Games. Puis il y a des répètes, puis ça, ce que je veux dire, c'est qu'il y a 1000 mutations entre la première idée d'un WOD et ce qui va arriver véritablement sur le floor. Et ensuite, la collaboration avec Mayhem, je pense que il y a des choses qui sont un peu le fruit du hasard. Il y a certaines personnes dans le monde du CrossFit, tu sais, qui peuvent te servir de pont. Donc nous, on connaissait des gens qui travaillaient pour Rich Froning, notamment qui s'occupaient d'athlètes compétitifs. Donc ça nous a aidé un petit peu à avoir des contacts. Je pense aussi que les gens de ma génération, malgré tout, moi le premier, je suis quand même tombé amoureux de Rich Froning en regardant ses exploits lors des CrossFit Games, notamment l'année où il a fait la compétition avec une cheville abîmée, où il marche dans le triple 3 et malgré ça il gagne les Games. Là t'es obligé d'être dans son dos. Et puis on était content de travailler avec quelqu'un qui globalement, si on regarde tout son parcours, franchement Froning a toujours c'est pas quelqu'un qui cache ses opinions, mais on sait très bien que fondamentalement parlant, ce qu'il veut Rich Froning, c'est la réussite du CrossFit, au sens très large, ce qui apportera de la réussite au projet de Mayhem. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose en termes de valeur avec lequel on est très très en phase. Et ce qui a permis ensuite à David, maintenant depuis 2 ans, de se rendre directement au sein de Mayhem pour aller dans le bouillon et du coup travailler avec lui. Et vraiment, les gens se rendent pas compte, mais je suis pas l'impresario de Rich Froning, mais Rich Froning, c'est vraiment quelqu'un, par exemple, de très poli. Tu vois, tu rentres dans une pièce, il est assis, il était là avant toi, il va se lever, il va se présenter. Des fois que tu saches pas qui c'est, tu vois, c'est ce niveau de politesse là. Et moi, j'ai pas eu la chance d'aller à Cookville, mais crois-moi, si j'ai pas eu l'ouverture de la boxe, j'aurais pris un billet d'avion très très vite. Et je sais aussi que voilà, même là. En termes d'accueil, c'est quelqu'un qui va t'accueillir à manger chez lui, etc. Enfin voilà, je pense que c'est une personne riche qu'on est content d'avoir à nos côtés. Et puis il a une connaissance de la compétition, lui et ses équipes, vraiment très pointue, quoi. Tu me rappelles les dates du French de cette année ? Le French Redone, les gars, c'est les 15, 16 et 17 mai. Ça se passera à l'Arena du Grand Paris, à Tremblay, en France. C'est l'événement du CrossFit européen que vous n'avez pas envie de rater. On va voir si les murs sont plus solides que l'Arène de Lyon, qu'on avait déjà fait trembler. Je ne peux pas faire mieux. Est-ce qu'on te retrouve à la cabine des commentateurs avec Coach Mime cette année ? Alors... à nouveau là-dessus, moi c'est les dieux du CrossFit. Je souhaite faire les commentaires. On est en train en vrai de travailler sur l'équipe qui va s'occuper du broadcast. J'aimerais aussi beaucoup qu'on ait une belle équipe d'anglophones parce que cette année, je pense que c'est important qu'on ait une équipe sans doute peut-être même plus solide en anglais qu'en français. Mais en tout cas, normalement, moi je suis de la partie et on va tenter de faire un truc cool où on fera aussi le max pour, à défaut de pouvoir tout couvrir en temps réel, parce que ça ne marche pas de faire toutes les KT dans 2 lieux différents, mais trouver un système pour que les gens qui malheureusement ne sont pas là puissent quand même suivre un petit peu ce qui se passe. Donc sur l'intégralité de la compétition, c'est une affaire à suivre, mais en tout cas on bosse dessus. Rendez-vous donc très prochainement. Elie, je crois qu'il est temps qu'on souffle un petit peu. Je te propose un petit jeu, le quiz entre deux. Un maximum de questions, 60 secondes pour y répondre. T'es chaud ? Ok. Allez, c'est parti. Ton père au back squat. 207. Ton temps au Fran. 236. Ton père au front squat. 160. Ta compétition préférée. Le French Redone. Ton père au deadlift. 262. Ton temps au Grace. 1,40. Ton crossfitter préféré. Allez, vite. André Odé. Ton père au clean. 140. Ton père au snatch. 102. 107. 107. Snatch ou clean. Snatch. Toast to bar ou pull-up. Toast to bar. Muscle up ou handstand walk. Handstand walk. Le mouvement que tu préfères. Le bench press. Celui que tu détestes. Le dumbbell squat snatch. Fraser ou Froning. Froning. Willy Georges ou Guillaume Briand. Guillaume Briand. Ellie Adams ou Emma Lawson. Emma Lawson. Eco-bike ou rameur.
Rameur. Run ou Ecobike? Run. Metcon ou Nano? Nano. Combien Fraser a remporté de titres? 6. 5. 5. Jackie ou Barbara? Jackie. Rope climb ou pegboard? Rope climb. Strict press ou bench press? Bench press. Et enfin, Kalsu ou Murph? Murph. Merci beaucoup, Eli. C'était le quiz entre deux Wood. Eli, les Open, ils arrivent à grands pas. Ouais. Et comme chaque année, il y a des milliers de gens qui vont tester leur fitness au sein d'une grande fête. Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement ce que c'est que les Open et quels conseils tu donnerais à des débutants qui n'osent pas se lancer dans cette compétition? Alors déjà, pour commencer, c'est l'Open. Ouais, L'Open. Pas de souci, t'inquiète, faut rigoler, mais j'arrête pas de corriger les gens avec ça. L'Open, c'est facile à comprendre, hein. Les CrossFit Games de base, l'idée pour trouver les gens les plus fit de la planète, c'était au tout début de CrossFit de leur envoyer une convocation à partir des scores qui rentraient sur le site internet. Très vite, la compétition, enfin le nombre de pratiquants est devenu trop grand, donc ils ont décidé de créer un truc qu'on appellerait l'Open, qui serait en fait 5 semaines à l'époque, 3 semaines aujourd'hui, pendant lesquelles tous les crossfitters du monde auraient l'opportunité de se tester sur les mêmes épreuves, d'envoyer leurs vidéos, et à nouveau les meilleurs, ça pourrait les qualifier sur la phase suivante de la compétition. Et donc aujourd'hui, ça existe toujours, c'est sur 3 semaines, mais au-delà d'être une compétition, je tiens à dire c'est un manifeste. En fait, l'Open, c'est un manifeste que quand tu fais du CrossFit pour de vrai, dans une salle affiliée, avec d'autres personnes qui comprennent la méthode comme toi, en fait, tu fais partie, que tu le souhaites ou non, en fait, d'une culture. Et d'une culture dans laquelle on suit l'idée de Glassman, qui est sors du canapé et arrête de manger du sucre, okay, et qui est un truc qui permet, oui, d'être plus en forme, oui, d'être en meilleure santé, mais si toi, tu as fréquenté une salle affiliée, okay, c'est aussi un mouvement de pensée dans lequel tu vois que d'une manière pas explicable, le CrossFit, ça a aidé plein de gens à être mieux dans leur basket. Et donc, pour moi, le plus important dans l'Open, c'est ça. Et donc, si je peux donner un conseil aux débutants, okay, en fait, c'est juste, faut show up, okay, faut juste venir, parce que aujourd'hui, en plus, l'Open, il est rendu très accessible, il y a plein de niveaux de compétences, etc. Mais ça fait du bien, tu connais la pyramide de Maslow, okay. Donc le désir d'appartenance, c'est quand même un truc important. Et en fait, ça fait du bien de se sentir faire partie de quelque chose qui est plus grand que soi. Communauté. Exactement. Et on peut ne pas se reconnaître dans le CrossFit, mais peut-être qu'on peut se reconnaître dans sa box, peut-être qu'on peut se reconnaître dans son groupe de copains. Et aujourd'hui, l'Open, c'est quand même le truc qui permet de vivre ça. Et l'Open va vous mettre dans une situation où, vu que peu importe votre niveau, on va vraiment tester vos aptitudes, ça va vous créer des souvenirs. Ok, Inch'Allah.com des bons, ok, mais en tout cas des sensations qui sont fortes et les souvenirs. Pas que des bons souvenirs, moi. Pas que, exactement, mais c'est ça aussi tout l'intérêt du truc, c'est que les souvenirs, tu les gardes quand ils s'ancrent dans ton cerveau, quand ils sont liés à une émotion qui est forte. C'est mieux quand elle est positive, ok, mais les traumatismes, par exemple, de l'enfance, c'est des émotions qui sont pas positives, mais c'est le même cas. L'Open, c'est vraiment l'opportunité de se créer ces sentiments comme ça très forts. Et ce qui est intéressant dans l'Open, c'est pas ce que vous allez faire là. Là, ce que vous allez faire là, dans les 3 prochaines semaines, ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui est très intéressant dans l'Open, c'est quand plus tard, dans votre développement, vous allez vous retrouver peut-être à refaire un WOD de l'Open, peut-être 5 ans plus tard. Et c'est un très très bon wake-up call à l'époque de toutes les apps, etc., qui veulent traquer vos progrès. Okay, refaire un WOD de l'Open, c'est un super wake-up call pour se dire « Ah ouais, mais je suis capable de faire tout ça maintenant. » Et la première fois que j'ai fait, je me souviens que j'avais pas cette capacité, tu vois. Et donc voilà, pour moi, c'est un point qui est super important, et rien que pour ça, ça vaut la peine de le faire. Je crois que pour moi, le pire souvenir de l'Open, c'était le 17.5, les 9 tours de 10 thrusters, je crois, ou 9 thrusters et 40 DU, il me semble. C'était un enfer. Ça faisait 1 an que je faisais du CrossFit, c'était une horreur. De toute façon, tu peux une thruster dans n'importe quel WOD, c'est une catastrophe. Dave Castro, le directeur des CrossFit Games, il a annoncé que pour la première fois, il y aurait un mouvement qu'on n'a jamais vu à l'Open. Ouais. Est-ce que tu aurais une idée de ce que pourrait être ce mouvement ? Alors moi j'ai mon idée et après j'ai entendu une rumeur. On veut les deux, évidemment. Okay. Mon idée en vrai, moi d'instinct, je me disais tiens, peut-être qu'il va mettre du bench press, dans le sens où dans le Judge Course cette année, il y a une slide où on te demande d'évaluer le respect d'un standard et l'exemple qu'ils prennent, c'est le bench press. Okay. Et puis, mais c'est très subjectif comme opinion, c'est aussi parce qu'en ce moment j'étudie beaucoup tous les premiers WOD qui ont été programmés sur CrossFit.com par Greg Glassman à partir de 2001, février 2001, et j'ai été surpris de voir à quel point il y avait du bench press.
boxe. Et puis après, j'ai des gens qui m'ont dit non, mais ils mettraient pas du bench press parce que dans une box, c'est quand même pas facile à organiser. Et du coup, je me suis dit, c'est peut-être bien parce qu'on croit qu'il en mettrait pas, qu'il serait fichu d'en mettre. Et cela étant dit, j'ai regardé la vidéo sur Internet d'un mec qui a une chaîne qui s'appelle Keeping It Real CrossFit. Okay. Et en fait, ce gars-là, qui est très drôle au demeurant, il a analysé un peu la manière de s'exprimer de Dave. C'est intéressant. Et c'est vrai que Dave ne dit pas qu'il va y avoir un nouveau mouvement. Il dit qu'en fait, c'est la manière dont ça va être amené qui va faire que c'est nouveau. Okay. Et donc lui, son intuition lui dit que ça va être burpee over the hammer. Et ce qui serait donc pas un nouveau mouvement dans le sens où on a déjà fait des burpees, on a fait des burpees par-dessus un objet, mais est-ce qu'on a déjà fait des burpees par-dessus un rameur? Ça, la réponse est non. Et je dois avouer qu'il a marqué quelques points. Donc je me dis, c'est peut-être pas bête. Rendez-vous au 26.1 pour le découvrir. C'est l'instant polémique de ce podcast. Je sais que toi, tu as réagi il n'y a pas très longtemps aux box qui se sont désaffiliés de CrossFit. Ouais. Mais qui continuent de programmer les Open. Pourquoi tu as réagi comme ça? En fait, première chose, c'est-à-dire qu'on va être très clair. Pour moi, je fais du sport avant de faire du crossfit, ouais. Et je continuerai à faire du crossfit même après le crossfit, si jamais il y a un après. Donc c'est la première chose, moi, que les gens ils soient affiliés, pas affiliés. Donc ils font du sport. Exactement. Simplement, je trouve juste qu'il y a un truc assez paradoxal et assez intellectuellement malhonnête. En fait, de se désaffilier de CrossFit. Et donc, du coup, il faut bien comprendre, tu payes l'affiliation pour utiliser une propriété intellectuelle que tu n'as pas créée. Donc, ça, c'est le premier point qui est important. Donc, si tu arrêtes de faire ça et que tu faisais partie de cette communauté, que donc tu connais en fait ces règles de fonctionnement, c'est pas quelque chose que tu découvres. D'accord, je te parle pas d'une salle non affiliée qui organise l'Open et qui n'a pas fait partie de cette communauté, qui n'est pas conscient de ça. Je te parle de quelqu'un qui était affilié, qui consciemment s'est désaffilié, sans doute en exprimant soit une forme de mécontentement, soit les points sur lesquels il n'est pas aligné. Et ça, là-dessus, moi, c'est pas à moi de juger les opinions des uns et des autres. Mais après, utiliser indirectement le travail de ce groupe que je t'évoquais et de cette culture pour finalement son profit, pour le coup, mercantile, moi, je trouve que c'est assez naze, je trouve que c'est malhonnête, et je trouve que quand tu es sûr de ton karaté, t'as pas besoin de faire ça. Moi, si demain... Non, mais vraiment. Ouais, bien sûr. Si demain, je devais, pour une raison ou pour une autre, je sais pas, moi... ne plus me sentir, en fait... on va dire, aligné avec la méthodologie, ce qu'elle représente, ou avec l'entreprise, je pense vraiment que j'aurais pas de mal à dire « Ok, j'arrête de faire du crossfit ». Mais dans ce cas-là, dans ma structure, tu verrais ni logo, ni terme, ni manifestation vis-à-vis de ça. C'est tout. Ok. Et il y a eu un phénomène aussi, beaucoup de box, elles se sont désaffiliées. Suite notamment au décès de Lazar Dukic lors des CrossFit Games de 2024. Il y a eu pas mal de critiques sur le non-respect des sécurités. Enfin bref, on va pas refaire l'histoire. Est-ce que tu comprends aussi cette vague de désaffiliation qu'il y a eu? Est-ce que tu peux comprendre les critiques qu'il y a eu envers le CEO de CrossFit de l'époque, Don Fall? Non. Ok. Non, la question suivante. Je vais être très clair. C'est-à-dire que le premier point qui est hyper important, c'est un peu comme quand tu parles d'un fait divers ou d'un fait de société. Le décès de quelqu'un, quel qu'il soit, c'est éminemment triste. Bien sûr. Ok. Ça, c'est le premier point. Et on a tous vécu cette disparition en direct. Moi, je connais beaucoup de gens qui sont dans le milieu du sport, de CrossFit, qui en plus ont pu vivre les choses d'une manière tellement plus intime que moi. Et donc, franchement, je veux dire, la peine ressentie, elle est réelle, le drame, il est réel, etc. Maintenant, quand même, moi, je trouve que depuis le Covid, s'il y a bien un truc que tu as pu comprendre, c'est que souvent, la réaction première des individus, c'est une réaction qui est vraiment liée à l'émotion et que malheureusement,
c'est pas quand tu es dans l'émotion que tu fais les choix ou que tu as les propos les plus intelligents. Moi, le premier, hein, quand je suis en colère, crois-moi, ça vole pas bien haut l'histoire. Donc voilà. Et que donc, ça vaut la peine de prendre un peu de recul. Moi, je pense qu'il faut se méfier beaucoup en 2026, peu importe le sujet, de deux choses. Le truc numéro 1, c'est les cochonneries que ça va essayer de te faire croire. Ouais. Okay, avec notamment les fameux éléments de langage qu'on peut retrouver dans tous les domaines. Et dans le domaine du CrossFit, il y a aussi parfois des questions de sous. Okay, et ces questions de sous, ça peut sans doute créer des forces, des conflits qu'on peut-être on perçoit pas quand on est comme moi juste un formateur, un coach, un honneur de salle ou un pratiquant, mais qui sont peut-être bien réels et qui parfois peuvent aider à orienter un petit peu les débats dans telle ou telle direction. Et puis ensuite, le deuxième point, c'est que moi, je respecte les convictions de tout le monde. D'accord ? Je veux dire, moi, je connais des gens qui ont eu des salles affiliées, par exemple à Ramallah en Palestine, qui ont décidé de se désaffilier. Okay ? Donc, je dis pas que je suis d'accord avec leur choix, mais ce que je veux dire, c'est que je comprends, en fonction des sujets, certaines opinions. Mais à nouveau, si on parle d'honnêteté intellectuelle, sur ce qu'on appelle les vagues de désaffiliation, sur lesquelles moi personnellement, je suis bien curieux de savoir où est-ce que les gens tirent leurs chiffres, parce que moi j'y ai pas accès, donc je sais pas où est-ce qu'ils les trouvent. Mais tu sais aussi, parfois, tu as peut-être l'occasion qui fait le larron et qui te donne aussi l'opportunité, quand tu as envie d'arrêter une relation, quelle qu'elle soit, de prendre un événement, tu vois, et finalement de te créer ton propre narratif pour créer, en fait, on va dire, une cote mal taillée et de dire, voilà, tiens, il s'est passé ça, et donc, en fait, pour cette raison, je vais faire ci. Ok, c'est peut-être pas toujours véritablement la raison. Donc à nouveau, ma position sur ça, c'est que les gens qui ont pris leur décision par conviction personnelle et dans leur âme et conscience, franchement, je vous respecte à 200 000%, parce que vous êtes... c'est bien d'être droit dans ses bottes, tu vois, et de se respecter. Et puis ceux qui se reconnaissent trop dans l'autre scénario, comme disait Glassman, des fois les gens, s'ils sont pas affiliés, c'est parce qu'on voudrait pas qu'ils s'affilient, donc c'est pas bien grave. C'est sûr. Tu viens de monter ta box CrossFit Mo. Est-ce que tu peux nous parler de cette aventure ? Parce que ça fait longtemps que tu es dans le monde du CrossFit. Ouais. Pourquoi monter ta box que maintenant, j'ai envie de dire ? En fait, pour la petite histoire, c'est la 5e box en fait, à laquelle je suis accolé. C'est-à-dire que je suis associé à CrossFit Louvre depuis 2013. À l'époque, j'ai mis toutes mes économies. Tu vois, quand on parlait de mon parcours de vie, moi, de 18 à 23 ans, j'étais à la fac. Je travaillais 7 jours sur 7 dans un restaurant. Okay, je payais le loyer de ma mère. Je payais mon loyer. J'essaie de mettre un pied devant l'autre et puis j'ai coffré tout ce que j'ai pu et j'ai très vite compris que mon projet de vie ce serait pas de me pendre 30 ans sur un paftard et d'avoir un Scénic en leasing et donc j'ai gardé cet argent là que j'ai mis de côté et un jour du coup Daniel m'a donné l'opportunité d'investir et donc j'ai vidé mes comptes, c'est-à-dire que j'ai vidé tous mes comptes et je lui ai donné tous mes sous en 2013 parce que je croyais au CrossFit et parce que je savais que Daniel c'était quelqu'un de brillant et qu'on construisait un truc avec des humains. J'étais amoureux de tous les humains moi de la salle. Certaines se reconnaîtront, mais sinon vraiment mes collègues de travail avec qui je suis toujours pour la plupart très proche aujourd'hui et donc c'est pour ça que je me suis lancé. Donc ça a donné CrossFit Louvre 1, 2 et 3. J'ai été le honneur de CrossFit Louvre 2 pendant un paquet d'années. J'ai eu la chance de diriger la boxe avant le Covid. C'est une belle opportunité qui m'avait été donnée là à nouveau par Daniel et Sophie. Et puis ensuite en 2023, j'ai remis des billes dans une boxe à Porto Vecchio. Parce que c'était un lieu qui allait fermer, parce que la personne qui reprenait, c'était quelqu'un, pour moi, qui avait le profil parfait pour reprendre une boxe en Corse. Et donc j'ai remis des sous. Et mon projet d'ouverture de boxe, il date, on va dire, depuis la sortie du Covid de 2021. Et simplement, c'était aussi une histoire d'humain. Et donc, on est 3 sur le projet. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de moi et Mélodie, mais en fait, l'une des autres pierres angulaires, c'est un garçon qui s'appelle Loïc Mingui, qui a passé son level 1, lui, en 2010. D'accord, donc vraiment, c'est peut-être le plus vieux de la vieille. Il est vraiment dans les pères fondateurs, plus que moi, du CrossFit. Et en fait, tout ce que j'ai voulu faire à ce moment-là, c'est juste avoir un lieu sur lequel j'aurais davantage la main sur le volant, utiliser quand même
toutes les expériences auxquelles j'ai été exposé, tu vois, par le passé. Et tu sais, quand j'ai rencontré Daniel, je suis désolé, je parle beaucoup, mais je fais ma psychanalyse. L'une des premières conversations qu'on a eues, on marchait dans Paris ensemble, tu vois. Et Dan, il devait avoir une quarantaine d'années à cette époque-là. Il aura toujours qu'une quarantaine d'années, Daniel, il ne vieillira jamais. Bien sûr. Et en fait, il me dit, tiens, tu veux faire quoi, toi, plus tard dans la vie ? Et on discute, et je dis, bah écoute, moi, là, je suis policier, j'aimerais rentrer dans telle unité. Et puis ensuite, je pense qu'à un moment donné, je finirai pas là-dedans, parce que je pense que tant que ça m'amuse, je reste, mais après, je partirai. Et après, je sais pas, j'ai toujours rêvé d'être artiste, alors peut-être que je ferai du tatouage, tu vois. À mes meilleurs amis, c'est mon tatoueur, ça pourrait être une bonne manière de travailler. Et lui m'a dit, mais là, tout ce que tu vas faire, en fait, l'argent que tu vas gagner, ça va dépendre du temps que tu passes à travailler. J'ai dit, bah oui, mais c'est pas ça, la vie. Il me dit, ah bah non. Il me dit, la vie, c'est quand finalement tu mets en place en fait une vision, un projet qui fait que quand même tu as toujours ton rôle, mais que il est plus c'est plus directement nécessairement connecté au temps que tu passes à bosser. Il me dit, tu comprends bien que moi, l'argent que je gagne, il n'est pas lié exclusivement aux heures que je passe à bosser. Je dis oui, parce que tu branles rien. J'ai bien compris que ça marchait pas comme ça. Là, je rigole. Tu vois, quelqu'un qui a beaucoup travaillé, mais en fait, du coup, la raison aussi qui fait que j'ai voulu lancer ce projet-là, ça reste quand même très connecté à Daniel, bizarrement, parce qu'en fait, on était 3 au début au sein de CrossFit Louvre, Julian Festor, David Le Nouvel et moi. Attention, quand je dis qu'on était 3, attention, on est 3 à être rentrés dans l'entreprise en même temps. Ok, il y a vraiment des gens, à commencer par Sophie à qui je fais des gros bisous, sans qui ce serait rien passé. Ok, Nasser aussi et j'en passe. Mais en gros, c'est marrant de voir comment chacun est parti dans des directions différentes. Franchement, Julian notamment, il a pu développer vraiment son esprit, il est incroyable. Et il y a beaucoup de choses qui sont liées au French Rodon, au développement de CrossFit France, qui, à mon avis, ne serait pas parti dans cette direction s'il n'avait pas été là. Donc c'était vraiment cet axe. David, aujourd'hui, là, le directeur du French, c'est quand même le mec que je connaisse le plus passionné par le sport de CrossFit au sens large, mais aussi par le coaching. Et donc, finalement, aujourd'hui, il a un rôle qui est bien établi. Et tous les deux ont été à un moment donné salariés de CrossFit Louvre. Et moi, ça n'a jamais été mon cas, parce que j'ai toujours été réputé comme étant l'électron libre. Je pense que je suis paradoxalement assez ingérable et que c'est pas très facile de travailler avec moi, bizarrement. J'essaye de me soigner, mais c'est pas facile. Et en fait, à un moment donné, quand j'ai eu l'âge de Daniel, tu vois, au moment où moi je l'ai rencontré, et ben en fait ça a fait tilt, tu vois, et je me suis dit peut-être que la raison qui fait que j'ai jamais réussi à m'inscrire dans un schéma, tu vois, de salarié dans cette entreprise que j'aime beaucoup, mais c'est peut-être aussi finalement que c'est pas du tout pour moi, tu vois. Idem quand j'ai travaillé dans l'immobilier, j'ai pas réussi à rester, alors que je suis plein d'admiration et d'affection pour les gens avec qui j'ai travaillé dans ce domaine-là. Et donc je me suis dit ok, en fait moi je veux entreprendre, et je serais quand même curieux de savoir si je vais être capable autour de moi de fédérer autour aussi des gens qui vont avoir une vision et d'avancer. Et je crois que moi, dans le fond, c'est ça le truc qui a forgé mon envie d'avoir ce projet-là et créer, de créer quelque chose avec d'autres humains. On verra si ça marche. Oh, je le souhaite, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Ouais. Donc ça fait combien de temps que tu es ouvert ? On a ouvert il y a 6 semaines. Il y a 6 semaines ? Ouais. Bah, écoute, longue vie à CrossFit Mo. Ouais, essayez. Et du coup, moi j'ai une question, parce qu'aujourd'hui on voit pas mal émerger les courses hybrides. Donc, on va parler à Aerox pour pas le nommer. Est-ce que tu vas répondre à la demande ? Est-ce que tu vas donner des cours de courses hybrides, des cours d'Aerox, des courses qu'on appelle maintenant endurance ou dans ta box ? En fait, il faut reformuler ta question. Quelle est la demande ? Justement, c'est quoi la demande aujourd'hui ? Okay. Est-ce qu'il y a encore cet amour pour le CrossFit et le dépassement de soi tel nous, CrossFitters, on le connaît ? Ou est-ce qu'aujourd'hui, les besoins des gens ont changé et ils se rendent plus vers ce qui est l'Aerox aujourd'hui et ce sport fraîchement né qui est à la mode ? Alors, il y a plusieurs trucs. C'est pour ça que je te posais la question, quelle est la demande ? En fait, pour savoir comment moi, est-ce que j'y réponds ? Ouais. Donc, pour être complètement transparent, si la demande d'une personne qui passe la porte de la boxe, c'est de me dire je viens vous voir parce que j'aimerais vraiment devenir meilleur sur cette épreuve sportive que je me prépare à réaliser, qui s'appelle Aerox, qui s'appelle peut-être ATX, il y a un autre truc course hybride, et tout. Bien sûr. Est-ce que vous allez m'aider ? La réponse c'est oui. La réponse c'est oui, parce qu'en fait, moi si j'ai monté une salle de CrossFit, c'est j'aime pas le truc
tarte à la crème pour aider les gens, ok, mais on est quand même dans la réalisation des objectifs. Et donc j'espère contribuer à aider les gens sur des choses très concrètes avec lesquelles ils viennent me voir. Je veux perdre du poids, je veux changer physiquement, voilà. Je veux performer mieux dans mon sport. Là, j'ai un rugbyman qui est en convalescence après une chirurgie, donc lui, il veut reprendre rapidement. J'ai une femme qui est en postpartum, elle veut retrouver la ligne rapidement. J'ai un garçon qui, dès l'année prochaine, il veut se qualifier sur des gros rendez-vous de CrossFit. Donc voilà. Et pour moi, cet objectif-là, pour moi, c'est le même. Je suis là, moi, peut-être dans le service. Donc moi, je suis là pour t'aider à aller là où tu veux. Ensuite, sur la question du moyen, parce qu'en fait, c'est ça la vraie question. Est-ce que le moyen que je compte utiliser, c'est de faire des cours à la con dans lequel le coach, au lieu de faire son métier, il est réduit à l'état d'horloge parlante? Parce qu'en fait, dans 30 secondes, vous passerez du ski erg pour faire des burpees, la réponse, c'est non. Ok, la réponse, c'est un grand non, mais pour plein de raisons. Ok, la réponse, c'est non. La raison première, sur le fond, bon, déjà, pour moi, les courses hybrides, comme tu dis, c'est un sport, c'est une épreuve. Bon, pour moi, le CrossFit, c'est une méthode de préparation physique générale. Donc, c'est là pour soutenir tes capacités dans ton activité physique, que ce soit du MMA, être policier ou faire une course d'Aerox. Donc déjà, les gens confondent les deux choses. Mais le truc le plus important pour moi, c'est ce que je te disais au départ, c'est une histoire de passion. J'en discutais avec mon équipementier qui me demandait, tiens, est-ce que tu vas faire un espace d'Aerox, etc. Et je disais, non, certainement pas. Mais pas parce que je trouve que c'est pas bien. En vrai, je taille et tout, j'envoie des vannes, c'est dans ma nature. Mais en vrai, je m'en fous. Enfin, tu vois, je m'en fous complètement. Tu peux faire de l'aérox, de la zumba, tu peux être un go muscu, tu peux faire du SBD dans un globo. En vrai, tu peux t'entraîner avec une prog en ligne où tu vas faire tous les jours ABCD pour faire le throwdown du coin. En fait, bravo, c'est bravo. Mais moi, ce qui m'anime dans mon quotidien, c'est pas ça. Et donc, tu te doutes bien qu'au bout de 15 ans, tu vois, j'ai encore moins envie maintenant qu'il y a 15 ans, tu vois, de faire un truc qui me passionne pas. Et donc, c'est la raison pour laquelle, moi, dans ma box, je propose des cours de CrossFit. Et j'ai une grande conviction sur le fait que si tu viens suivre mes cours de CrossFit, okay, tu auras toutes les capacités de faire un aerox dans un temps très raisonnable. Si tu veux être meilleur, il va falloir que peut-être dans ton entraînement, tu optimises 2-3 trucs, notamment la course, voilà, qui représente quand même 8 km sur 1h10 d'épreuve. Bon, ça te bouffe quand même une partie du temps. Et donc, il n'y a pas de souci. On peut toujours concevoir un programme ensemble où tu peux aussi outsourcer ça et avoir la discipline de travailler. Et puis, si jamais tu veux devenir champion d'Aerox, en fait, c'est pas dans une salle de CrossFit que ça va se passer. Parce que de la même manière que si tu voulais devenir champion de force athlétique ou champion d'haltérophilie, en fait, il faut aller vers les spécialistes de la discipline. Et ça, il n'y a pas de honte à dire que quand tu vises vraiment l'ultra-performance, c'est de la spécialisation. Et le CrossFit, c'est aux antipodes de la spécialisation. Nous, notre spécialité, c'est de ne pas spécialiser. Donc moi, les gens qui pratiquent l'aerox à haut niveau, je trouve ça super. Et mon ambition en termes de préparation physique, c'est d'être meilleur qu'eux partout, sauf à l'aerox, si tu veux. C'est ça un peu la logique. Mais je disais aussi dans cet entretien que par contre, c'est parce que moi, ça me passionne pas que ça veut dire que ma structure le fera jamais. Mais si un jour, vous voyez la box d'Élie Margerin, un mot qui propose des cours d'Aerox, alors déjà, il aura payé l'affiliation pour commencer. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ça veut dire que dans mon équipe, je vais avoir quelqu'un qui va être rentré, qui m'aura challengé, et qui m'aura challengé parce que lui, il est passionné par ça. Et qui va me dire, ouais, Élie, moi, je veux trop donner des cours de ci, de ça, moi, ça me passionne, la course au seuil, le ci, le truc, le nani, le nanin, ok, et que donc, il nous aura donné, parce que je suis pas tout seul sur le projet, mais il nous aura donné envie, et que donc, nous, on essaiera de lui apporter un peu les moyens pour qu'il mette sa vision à exécution, et à ce moment-là, j'espère que ce sera pour le meilleur des gens qui viendront chez moi. Mais pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Merci Élie de cette sincérité. Au-delà de ton activité de coach, de tout ce que tu fais au sein de CrossFit, tu as une autre passion, c'est celle de faire rire. Et pour ça, je pourrais presque t'inviter pour un second podcast pour qu'on puisse en parler. Donc tu fais du stand-up. Comment ça t'est venu ? Tu sais, je pense que je t'ai dit, en vérité, moi je pense que j'ai toujours eu une petite dimension artistique, dans
beaucoup de choses que j'ai fait dans ma vie. Alors assumer, pas assumer. La vie fait que parfois de toute façon t'as pas le choix. Ok. Et puis là, quand je suis arrivé à un stade de mon existence où, malgré le fait que je sois occupé, j'ai aussi coché des cases en termes de stabilité dans ma vie, qui font que j'ai un peu plus de liberté intellectuelle pour faire autre chose. Et du coup, je pense pas que tu as envie de quitter cette terre en n'ayant pas tout réglé. et donc, à bout d'un moment, tu te crées tes opportunités parce que tu sais, le temps qu'on a à partie, c'est à nous de décider ce qu'on a envie d'en faire. Et je pense qu'il y a personne qui peut te dire ce que tu peux pas faire. Et voilà, et qu'il faut tester. Et donc, moi, j'ai plein de raisons personnelles qui font que c'est à nouveau un peu une Madeleine de Proust que d'essayer de faire rire les autres. Okay. Ça me reconnecte avec des trucs qui me font du bien. Je t'avoue que c'est aussi, j'en parlais avec les gens qui m'aident à écrire, c'est aussi très intéressant pour moi de faire un truc dans lequel, pour le coup, les moyens physiques ne servent à rien, voire même peuvent te desservir à un moment donné. Et donc ça, c'était très intéressant de faire un truc qui se passe essentiellement là. Et la grande différence avec dans l'interaction avec les gens, parce que les gens ils se rendent pas compte des fois dans le stand-up, mais ou du moins quand tu es en dehors, c'est que j'ai la chance, moi, des fois, d'être confronté à des prises de parole en public avec des gens qui me connaissent ou qui m'ont déjà croisé, ou dans le CrossFit, cette espèce de préambule, quoi, tu vois, c'est un postulat de base, qui est établi, qui fait qu'il y a une connexion et que c'est facile de faire rire et que je peux me montrer outrancier et que les gens ils vont rigoler quand même. Je l'ai fait 2-3 fois dans le podcast, donc j'espère que vous comprendrez que c'est de l'humour. Ok. Et puis si c'est pas le cas, tant pis, quoi. Et dans le stand-up, c'est pas ça. Dans le stand-up, t'arrives, t'as 3 minutes, les gens ils te connaissent pas. T'as 3 minutes, et sur ces 3 minutes, t'as très exactement 10 secondes pour te rendre sympathique. Et une fois que cette sympathie elle a installé, il faut que t'arrives à déclencher une punch environ toutes les 15-20 secondes pendant 3 minutes pour espérer faire passer aux gens un moment agréable. Bon moment. Exactement. Et il suffit de 2-3 punchs qui tombent à plat pour que la dynamique elle change. Et voilà, et je trouve que c'est passionnant et ça m'amuse beaucoup. Et du coup, c'est quoi le plus dur ? Est-ce que c'est rater une barre devant tout le monde ou c'est rater une blague devant tout le monde ? Franchement, moi, je vis bien l'échec. C'est très bien. Ouais, peu importe le domaine. Non, je pense que ce qui est dur pour moi, c'est pas l'échec d'une blague ou n'importe quoi. Non, je pense que ce qui est dur, c'est quand tu sens que ton énergie, elle est pas au diapason des gens qui sont en face de toi, okay. et que malgré, on va dire, tout l'intangible non-verbal que tu essayes d'y mettre, tu la fais pas décoller. Ça, vraiment, ça c'est, au-delà de la blague, ça c'est hard. Et qu'est-ce qui t'inspire ? Est-ce que le CrossFit t'inspire dans l'écriture de tes blagues ? Alors, le CrossFit m'inspire, mais j'avoue que c'est un sujet que j'aborde peu parce que c'est un sujet un peu niche déjà pour commencer, et parce qu'il y a des gens qui font rire avec le CrossFit potentiellement mieux que moi. En fait, la mécanique du rire m'intéresse, mais il y a d'autres choses de mon existence que j'aimerais utiliser pour faire rire, et j'avoue que j'ai un peu d'admiration pour les gens qui font rire et réfléchir en même temps. Okay. Et donc j'avoue que les sujets sur lesquels je m'engage sont peut-être un peu plus glissants que le CrossFit. Et du coup, c'est quoi la critique qui t'a fait le plus progresser en stand-up ? Il y a des critiques, il y en a plein. La pêle-mêle, je te dirais, récemment, on m'a dit attention, le stand-up, c'est plus du sport que de l'art. Okay. Donc, c'est vraiment comprendre la mécanique des vannes. Il y a aussi une phrase de Seinfeld que j'ai entendue il n'y a pas longtemps qui dit si comprendre ta blague, ça coûte plus que 10 centimes, c'est que c'est trop compliqué et il faut que tu la changes. Donc, il faut avancer. Il y a un mec aussi qui a une masterclass sur YouTube, j'ai plus son nom en tête, mais qui conseille aussi d'écrire propre. Donc, c'est-à-dire sans grossièreté. Parce qu'il dit que malheureusement, les grossièretés vont venir à l'oral. Donc, si déjà t'en mets à l'écrit, ça fonctionne pas. Et dernièrement, j'ai la chance de travailler avec un garçon qui s'appelle Manu, qui se reconnaîtra, et qui m'a dit c'est très important de commencer à déterminer pourquoi tu as envie de raconter ce que tu as envie de raconter. Et il dit ça, là, ce truc-là, ça compte vachement. Et donc, tu vois, c'est pas des critiques, mais c'est quand même, ça te pousse à la réflexion. Et ça fait partie des phrases qui ont été hyper intéressantes pour moi. Voilà.
Écoute Ellie, merci beaucoup. On arrive tranquillement à la fin de ce podcast et je te propose un dernier jeu. Vas-y. Le jeu du rep ou no rep. Le principe, il est simple. Je te cite des comportements qu'on voit tous les jours dans les box Ok. et tu me dis si c'est rep, si tu valides ou si c'est no rep. Ok. Ok? C'est très simple. Tu as le droit à une courte explication pour te justifier. Mais moi, ce que je veux, c'est de l'honnêteté. Ok. Ok, ça va? Je devrais te servir. Enlever son t-shirt dès l'échauffement, c'est rep ou no rep? C'est rep. C'est rep? Ouais. Tu le fais? Non. Moi, je peux pas me permettre de le faire. Mettre ses chaussures d'haltérophilie pour un WOD qui contient 3 cleans. C'est rep. Ok. Utiliser de la magnésie pour les wall walk. C'est rep. C'est vrai. Ouais. Est-ce que tu fais pas partie de ces honneurs qui ne veulent pas qu'il y ait de la magnésie partout chez eux? Bah, c'est-à-dire que c'est toujours le même truc. Si c'est parce que t'as la flemme de faire le ménage, brother, bah ok, mais. Les leggings pour les hommes. Pour c'est rep, mais il faut des grosses cuisses. Lâcher une barre d'haltéro à vide. C'est rep, hein. Il y a que dans le crossfit qu'on dit que ça abîme les barres. Il y a plein d'haltéros qui lâchent des barres à vide. Je trouve ça moins grave de lâcher une barre à vide que de lâcher une barre avec 2 poids de 5 tout fins qui vont se casser. Tu rétablis la vérité. Bravo. Ranger son matériel alors que les autres n'ont pas fini le WOD. Ah, c'est non rep ça. Arriver avec 5 minutes de retard pour éviter la mobilité. Moi, je donne pas mobilité dans mes classes. Donc, Ok. Et sur la question des retards, je dis toujours si les gens font pas exprès d'être en retard ou ils sont dans la vraie vie, moi je travaille en pyjama. Donc il n'y a pas de problème, tu peux arriver en retard, on va se débrouiller. Vomir sur le floor? C'est rep. Bien sûr que c'est rep. Ça t'est déjà arrivé? J'ai vomi une fois dans l'eau à Wodapalooza. Ouais, Ok. Moi, ça m'est arrivé. J'ai vomi une fois sur le floor des West Coast. parfait. Voilà. S'entraîner 7 jours sur 7 sans repos. Ça peut être rep, hein. J'ai un de mes potes, il vient de s'entraîner 365 jours consécutifs. Ok, pour un défi personnel, il vient donc de démontrer que la tendinite, ne peut pas causer la mort. Faire le WOD RX alors que la technique, elle est pas là. C'est non rep. S'inscrire aux Open sans aucune intention de soumettre ses scores. Oh bah, c'est rep parce que tu contribues finalement à financer une partie des CrossFit Games et le salaire des athlètes des Games, mais c'est dommage. S'inscrire à une compétition scaled avec le niveau RX. On vous voit ceux qui font ça. Arrêtez de le faire. Ah, ça c'est no rep, mais bon, c'est pas demain que ça va s'arrêter. La bière de fin de séance avec les potes à la boxe. Ah bah c'est rep ça. Évidemment. Dire je peux pas, j'ai CrossFit pour refuser une soirée. C'est ultra rep. C'est ultra rep. Porter ses chaussures de CrossFit pour aller faire ses courses. C'est Boum. rep. Il est là. Faire un gros cheat meal après une compétition. Bon, c'est rep. Utiliser 40 hashtags sur une publication Insta. Ouais, c'est rep. Le CrossFit au JO. C'est no rep. Non rep. Ok. Ouais. Comparer le CrossFit à une secte pour rigoler. Oui, c'est rep. Ok. Et acheter la dernière paire de chaussures de CrossFit dès qu'elle sort. Et je plaide coupable. C'est rep. Ellie, merci beaucoup. C'était l'entre-deux-mots d'Ellie Margerin. Je t'applaudis, même si je suis tout seul. Merci beaucoup. Merci d'être venu, d'avoir été donc le premier invité d'entre-deux-mots. T'es désormais donc le parrain officiel de ce podcast. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2026, Ellie? Pour moi, Ouais. franchement, juste souhaite-moi de rassembler autour de moi des gens au sein de la boxe qui sont heureux d'être là et avec qui on fait des bons trucs. Le reste, je me débrouille. Écoute, super. Merci d'être venu. T'es une super personne. J'ai passé un excellent moment. Merci à tous d'avoir suivi ce premier numéro d'entre-deux-mots. Merci à tout le monde, tous les gens qui m'ont soutenu, à commencer par toi, Ellie, à commencer par Web Radio Édition qui a mis à disposition ce studio. Merci à Jason, à la technique. Merci à Grégoire pour les conseils. Merci à toutes les personnes qui me suivent derrière. On se retrouve, j'espère, le mois prochain pour le second numéro d'entre-deux-mots. Et le prochain invité sera un athlète master qui a participé au CrossFit Games l'année dernière et qui partira dans quelques semaines à Miami, au Wodapalooza. À bientôt, c'était Entre-deux-Mots. Ciao.